Aujourd'hui, Extra Naturel a rendez-vous avec l'Amazonie, mais pas que. Nous avons mis en place un nouveau rendez-vous avec un magazine en ligne qui s'appelle Terra Cultura. On peut le retrouver sur terra-cultura.com. Avec nous, Damien Lafont, qui est son rédacteur en chef. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric, merci pour l'entretien. Alors, c'est un nouveau rendez-vous que nous mettons en place avec Proxima. Chaque semaine, un dossier nature ou culture. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque Proxima vient du sérail de l'environnement que nous avons un petit peu abandonné. Et avec Terra Cultura, nous allons pouvoir reprendre ces dossiers. C'est quoi? Racontez-nous cette aventure. On va se présenter. Vous avez mis en ligne ce site internet. Comment est-ce qu'il fonctionne et de quoi parlez-vous? Alors Terra Cultura, c'est un site internet qui est tout nouveau. On a à peine 6 mois pour l'instant, donc on a débuté au mois de mai 2024. Il faut savoir que ça fait déjà longtemps qu'on a ça en tête. Moi, de base, je suis photographe, je suis sur le terrain, donc je m'occupe de faire des reportages, des reportages à tendance, on va dire, documentaire. Et puis, je me suis dit que c'était dommage de laisser traîner des images, des textes, et que ça n'allait pas forcément passer dans d'autres rédactions. Alors, je me suis dit, allez, pourquoi pas créer notre rédaction? Et de là est né le magazine Terra Cultura avec, pour slogan, éveiller la conscience et puis inspirer un peu l'aventure dans le but de proposer aux gens toutes les semaines, les lundis, trois thématiques différentes. Donc, une qui est basée sur la vie sauvage, en général, sur toute la planète. Une autre qui est sur les cultures et les traditions du monde. Et puis une autre sur l'environnement au sens large et la nature. Voilà. Donc, on nous retrouve essentiellement sur Internet en format à lire, parfois en podcast, et aussi de temps en temps, on essaie de faire un lien sur des vidéos pour qu'on puisse eh bien, s'aligner sur les articles qui ont été proposés. Voilà. Alors, vous avez des correspondants, vous m'aviez dit, un peu partout sur la planète, vous venez de le redire, puisque vos reportages se déroulent un peu partout sur la planète. Vous êtes quoi? Principalement des photographes, c'est ça? Il y a de belles Ouais. photos sur votre site. On est essentiellement des photographes, alors professionnels ou pas, tous passionnés par les sujets qui nous entourent. On va dire qu'une grosse partie se trouve en Indonésie, puisqu'on vit une partie de l'année, alors moi personnellement avec ma famille en Indonésie, ce qui nous permet de traiter, de se spécialiser voilà, sur la culture Asie du Sud-Est. Mais on a des photographes qui se retrouvent aussi en Guyane, qui sont sur l'île Maurice ou qui sont en voyage. Alors pour l'instant, on en a en Australie. On va avoir aussi des correspondants qui viennent de temps en temps s'ajouter en fonction des thématiques demandées, puisque tout le monde peut participer tant que le sujet rentre dans la ligne éditoriale de nos actions. Donc tout le monde peut venir participer avec une belle base de photographie quand même. Alors voilà, cette semaine, donc je montre un petit peu de quoi il retourne. Là, on peut voir votre site à l'écran. Donc, vous voyez euh, les fruits du dragon, les orang-outans. Alors, ça, c'est un peu chez vous, hein. Ça, c'est plus par chez moi, effectivement, ouais. Voilà. Comment Alors là, on soutenir parle, une association ouais, à Bali? c'est une deuxième thématique qu'on a dans Terra Cultura, c'est-à-dire qu'en fait, on est une association, un média indépendant, et on a ouvert une deuxième partie qui est le soutien à d'autres associations et à des actions, on va dire, d'urgence. Quand on voyage, on est mené à rencontrer des gens dans des villages qui ont des situations très difficiles. Donc, on débloque des fonds pour venir en aide, alors surtout sur de l'aide, on va dire, réellement de ce qu'il y a besoin sur le moment, de nourriture, parfois de confort aussi. Donc, on fait ça. Puis, on vient aussi soutenir d'autres associations qui font des choses importantes dans l'environnement ou dans la protection de la culture, par exemple. D'accord. Alors, le dossier de cette semaine, c'est ce que nous allons aborder et c'est ce que nous aborderons chaque semaine, hein, le dossier que vous mettez en ligne tous les lundis. Oui, Et, cette semaine, vous nous proposez de partir en Guyane, dans la forêt amazonienne plus particulièrement. Et le dossier de cette semaine, c'est l'herpétologie en Guyane, trésor de biodiversité à préserver. exactement. C'est un dossier qui a été envoyé par votre correspondant Julien Closeau, qui est Exactement, oui. correspondant photographe en Guyane. Qu'est-ce que c'est que l'herpétologie?
L'archéologie, c'est une branche de la zoologie qui va étudier les reptiles et les amphibiens. Donc en général, voilà, les serpents, lézards, grenouilles et puis salamandres. Et c'est une science naturelle qui va se concentrer sur la compréhension de leur comportement, de l'écologie et de l'interaction de ces animaux dans leur environnement. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Julien Clozo, qui vit en Guyane, lui, est confronté avec plus de facilité que nous. À ces animaux. Donc, il nous a fait un super reportage avec de très très belles images et on va essayer d'expliquer dans ce reportage quelles sont les beautés de cette science naturelle qu'on oublie un petit peu parfois. Vous l'avez dit, il y a les reptiles, il y a les amphibiens. Alors, on connaît un peu déjà cette catégorie de, de la population semi-aquatique des animaux, les grenouilles et les dendrobates. Ce sont ces grenouilles très colorées, mais aussi très toxiques, c'est ça, voire Exactement. mortellement toxiques. Oui, On découvre oui, dans le reportage que dans la culture américaine, amérindienne, puisqu'on est dans ces réserves-là de population. Elles sont utilisées pour empoisonner les pointes de flèche, ça on pouvait le savoir, parce qu'ils endorment les animaux, ils visent les singes dans les arbres avec des flèches ou avec des sarbacanes, mais chose que je ne savais pas, et ça c'est amusant, parce que je l'ai découvert dans votre reportage, ils s'en servent aussi comme colorant. c'est un colorant naturel, donc qui est extrait à partir des pigments de la couleur de la dendrobate, donc de cette petite grenouille qui sécrète, elle, des toxines. Et il faut savoir qu'en fait, elle sécrète pas ces toxines elle-même. En fait, c'est que c'est en accumulant ce qu'elle mange, des insectes toxiques, qu'elle va sécréter donc ce poison qui sert donc aux cultures amérindiennes. Oui. Alors ça, c'est aussi un autre aspect que j'avais pas, que je ne connaissais pas. Effectivement, elles ne produisent pas, hein, elles ne sécrètent pas, enfin, Pas elles directement. ne synthétisent pas le C'est ça. poison qui est utilisé ou qui leur permet de se défendre, puisque c'est pour eux, pour elles, un moyen de se défendre, mais elles vont le chercher et en fait, ça ne leur fait rien, le poison, et elles le stockent. C'est ça. Et le stock, exactement, oui. Alors, il y a les amphibiens, mais il y a aussi des serpents qu'on va découvrir avec 161 espèces présentes sur place, c'est ce qui a été recensé, Oui. 161 espèces de reptiles, parce qu'on fait le distinguo, vous allez voir pourquoi après. Il y en a 12 venimeuses, bon alors vous dites seulement, mais c'est quand même 12 Ah, auxquelles c'est il vrai faut se que méfier. 12, quand on compare 12 espèces venimeuses sur 161 espèces, ça paraît beaucoup et pas beaucoup. En fait, la majeure partie des serpents ne sont pas dangereux pour les humains. Ils ne sont pas toujours mortels. Donc, on va dire que les populations locales sont confrontées à être en relation avec ces animaux. Mais bon, il n'y a pas forcément de danger. Et puis, ils ont pu prendre aussi des habitudes et de savoir se protéger aussi de ces animaux qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc, voilà. On va pas non plus tirer sur tous les serpents parce que finalement, tout va bien. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu comme comme les requins en général. On a tendance à avoir peur, à en faire beaucoup autour des animaux dangereux et finalement, ils sont pas aussi dangereux qu'on le pense. Il y a quand même le terrible grage de fer, Oui. mais, mais un antidote aussi. Exactement. En fait, ce grage fer de lance, donc Un grage fer de lance, oui, pas grage. ouais, Et ouais. j'étais persuadé de faire l'erreur quand je l'ai dit, parce que j'ai pas arrêté d'essayer de répéter ce nom. Alors, vous Donc dites là, on voit son grage fer nom. de lance. C'est un Ouais, joli donc nom, hein, on croirait oui, un chevalier. c'est le nom qu'on donne qu'on lui donne en Guyane, mais en gros, il fait partie de la famille des vipères et on sait que partout dans le monde, en général, les vipères ont une tendance à être venimeuses et ce venin peut être potentiellement mortel pour l'homme, mais ils ont trouvé donc sur place donc des effets des plantes médicinales qui sont spécifiques qui vont servir pour antidote. Donc les Amérindiens ont pu développer aussi des façons de se protéger grâce aux plantes. Alors ça peut être quelque chose de répulsif aussi, hein, pour éviter d'être en contact. Et puis c'est surtout quelque chose qui va détruire petit à petit en fait eh bien le venin de ce serpent par la Alors, plante. dans la catégorie des reptiles, vous placez aussi les caïmans. Alors, voilà, ça grouille là-bas. Et les iguanes. Oui, les iguanes. Alors les iguanes,
C'est pareil, ce sont des reptiles qui sont emblématiques, qui vont avoir un rôle important, eux, dans la dispersion des graines, puisqu'ils sont indirectement liés au déplacement voilà, dans la forêt tropicale, donc d'arbre en arbre. Ils sont aussi en hauteur. Et pour les caïmans, donc alors j'allais dire petits alligators, donc qu'on va trouver plutôt au sol. Eux, ils sont quand même catégorisés dans la partie prédateur qui va réguler la population des autres animaux. Donc ça peut être des animaux qui soient aussi des nuisibles, donc on les trouvera plutôt au sol, en bord de cours d'eau. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle pour aborder la problématique, parce que c'est une problématique de la forêt amazonienne? Ouais, alors c'est pas moi spécifiquement qui ai choisi l'angle, c'est-à-dire que quand on a reçu l'article de Julien et qu'on a vu les images, on s'est dit que bon bah voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que la Guyane, ça représente une grosse partie de la forêt amazonienne et la forêt amazonienne française en plus de ça. Et elle est directement liée à des menaces d'exploitation humaine bah, qui amènent à la déforestation. Donc on a des gros problèmes. Tous les ans, on en entend parler à la télévision ou dans les radios que la forêt prend feu. Et Oui, pour les événements récents, hein, oui. Puis ça n'arrête pas, l'année quoi. dernière aussi, hein, on a eu des incendies catastrophiques. Donc dans ces feux, on perd beaucoup de choses. Ça représente chaque année environ 1500 terrains de football. Donc c'est plus de 10 000 km² qui disparaissent par année. Et la forêt amazonienne, en plus de protéger bah, ces animaux et puis tout ce dont on a besoin, c'est aussi quelque chose qui régule l'absorption de carbone, on va dire, de CO2. Donc c'est un rôle qui est quand même crucial dans cette régulation du carbone. Et puis, euh, et puis la menace, elle est également sur la biodiversité, quoi, qui perturbe en fait les écosystèmes dont nous, on dépend directement. Donc on l'oublie, mais je crois que c'était Paul Watson qui disait que quand une respiration sur deux est due d'un côté à la forêt et de l'autre côté aux océans. Et tous les ans, on est en train de perdre un peu plus bah, chaque année, quoi. Environ 17% par an, je crois. Oui, c'est ça. Alors, pour donner un ordre d'idée, c'est la moitié de la Belgique C'est énorme. en termes de surface, hein, qui disparaît chaque année à cause de l'homme, très certainement la plupart du temps, parce qu'on peut penser aussi que les incendies ne sont pas le fait du hasard. Je crois, oui. Tout reste à prouver, mais on a bien, je Oui, pense, alors je parle de la déforestation pour la les preuves culture, que... hein. Ouais, ouais. C'est la Ouais, technique du brûlis ou du brûlot ouais. quand on fait disparaître la forêt pour venir planter. Ce qui est Ben, terrible dans tout ça, c'est qu'il y a des menaces aussi sur les populations autochtones qui sont quand même aussi sur place, qui sont obligées de se déplacer et là, pour nous, ce qui va nous intéresser dans notre magazine, c'est la perte de cette culture, de cette tradition de gens qui vivaient sur place pour que nous, on puisse bénéficier de plus d'agriculture, quoi. On est directement lié à cette déforestation tous les jours, même si on est un peu loin. bon, voilà, donc c'est un reportage de terra-cultura.com, donc un magazine en ligne, avec un nouveau reportage et trois thématiques, en général mis en ligne le lundi, c'est ça? C'est ça, oui, tous les Et, lundis. et nous, tous les lundis, on va se retrouver pour parler de cet article qui sera mis en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont on parlera la semaine prochaine? On va parler, on va retourner en Asie du Sud-Est, en Malaisie, très proche de la capitale de Kuala Lumpur, où on a une grotte de calcaire qui abrite un temple qui s'appelle Batu Cave. C'est un temple hindou où il y a beaucoup de pèlerins euh, qui passent pour se recueillir. Donc, on va parler de ce sujet. Donc voilà, cet article à retrouver, Herpétologie en Guyane, trésor de la biodiversité à préserver. C'est un reportage de Julien Closeau, qui est photographe parmi votre réseau en Guyane. Merci Damien Lafont, rédacteur en chef de Terra Cultura. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler du nouveau reportage qui sera mis en ligne sur votre site. D'accord, merci Frédéric, et à la semaine prochaine alors.